Il existe autant de façons d'écrire des histoires qu'il n'existe d'auteurs dans le monde. Tout le monde a ses petites méthodes et astuces pour offrir aux autres leur vision d'un aspect de la vie ou bien une observation qu'il ou elle trouve pertinent à rapporter. Bien évidemment, ce que je vais dire là n'est pas la réponse définitive à la question que je vais poser aujourd'hui, mais juste une observation que j'ai faite lorsque j'ai écrit les Chroniques de l'Outre-Monde et Eastern Tales, et ça peut peut-être être une astuce qui vous facilitera la vie, qui sait. Ça, ou bien vous trouverez ma façon de faire stupide, c'est aussi une possibilité, et je trouverai intéressant de voir votre point de vue dans les commentaires. La mort d'un personnage dans une histoire peut servir à bien des choses. Remettre en avant des enjeux dans une situation qui semblait sous contrôle, voire un peu trop tranquille, faire avancer le développement des personnages qui entouraient la personne qui vient de claquer, et très souvent, juste torturer le lecteur en lui faisant passer un bon moment. Car que sommes-nous auteurs si ce ne sont des manipulateurs d'émotions qui pouvons mener à la baguette nos fans si on fait les choses bien ? Ceci étant dit, si on fait les choses beaucoup trop bien, on se mangera aussi un sacré retour de bâton, puisque l'on écrira probablement la scène de la mort d'un personnage entre deux bonnes grosses séances de pleurs, signe aussi que ça a toutes les chances de marcher sur le lecteur. Si vous regardez cette vidéo sans jamais avoir créé d'histoire, ça va paraître très bizarre ce que je vais dire, mais je pense que tous les auteurs hocheront la tête en disant « oui, c'est vrai ». Nos personnages, ce sont comme nos enfants. On peut passer des mois, voire parfois des années en leur compagnie, et on va les voir grandir et évoluer. Ce qui fait que plus le personnage est développé, plus ça nous fera mal de le faire partir si les circonstances le demandent. Au point que souvent, dans des histoires où il y a de la magie, il n'est pas rare que l'on voit les 10 personnages morts revenir à la vie tôt ou tard, car trop souvent, l'auteur regrette d'avoir fait du mal à un de ses enfants. Oui, ça peut diminuer les enjeux d'une histoire et même être contre-productif, mais c'est parfois plus fort que nous, car à moins d'enchaîner préquel sur préquel et s'enfermer dans le passé, c'est parfois très dur d'envisager l'idée qu'un personnage que l'on aime bien n'aura bientôt plus l'occasion d'apporter sa touche à l'histoire. Bien évidemment, et même si ça peut sembler très cruel à dire, certaines morts de personnages affecteront moins l'auteur par rapport à d'autres, car ça ne dépend que d'une seule chose, le temps que l'on passe à les développer. Bon, on ne va pas non plus être anéanti par la mort de Jean Soldat numéro 2072 qui n'avait qu'une seule ligne de dialogue et dont la seule fonction principale n'était que d'être envoyé au casse-pipe pour montrer d'une façon simple et rapide que la situation dans laquelle seront envoyés nos personnages principaux peut être dangereuse. Par contre, si ça concerne le héros ou bien un personnage de son entourage, là c'est tout de suite plus violent en termes d'émotion. L'astuce qui va suivre concerne principalement l'écriture de romans, mais si vous faites de la BD, ça peut rester valable si vous en êtes encore au stade de préparation. Et donc, mon astuce principale est vraiment toute bête. Si vous savez qu'un personnage précis doit mourir à un certain point de l'histoire, ne le développez pas du tout pendant le premier jet. Focalisez-vous d'abord sur les scènes où il est utile à l'histoire, et ensuite arrivez le plus possible à la scène où vous allez le faire canner. Puis une fois que c'est fait, revenez en arrière et réécrivez toutes les scènes où il doit apparaître pour l'approfondir via des lignes de dialogue supplémentaires et des petits gestes qui feront toute la différence. Mieux encore, écrivez dans le second jet des scènes qui lui sont exclusives pour encore plus le développer. Mais ne touchez pas ou bien très peu à la scène où il passe l'arme à gauche, car si vous y retouchez, vous avez toutes les chances de vouloir revenir sur votre décision et donc casser votre intention première. Concrètement, c'est une technique que j'ai utilisée en écrivant le dernier tome de la saison 1 de l'Outre-Monde. J'avais un certain personnage dont la seule fonction n'était que d'être le méchant de ce tome et qui devait donc mourir à la fin. Dans le premier jet du tome, il n'apparaît que très peu, et à chaque fois qu'on le voyait, il était juste là à être grognon et méchant jusqu'à la scène où il meurt. Ce n'est qu'après, quand j'ai écrit les scènes impliquant son entourage, et après sa mort, que j'ai compris tout le potentiel de mon personnage, et j'ai donc passé la semaine qui a suivi à revoir en profondeur toute la psychologie de mon mort en devenir. J'ai ajouté beaucoup de scènes annexes qui le rendaient infiniment plus humain et nuancé, tout en creusant son passé pour faire en sorte que l'on comprenne mieux comment il en est arrivé là, et donc rendre sa mort d'autant plus tragique pour le lecteur. Et pour moi aussi, puisque quand j'ai relu ces scènes, et puis celle de sa mort, j'ai ressenti une immense vague de culpabilité me frapper en pleine tronche, au point que j'ai eu du mal à m'en tenir à mon plan initial, et l'ai donc fait plus ou moins revenir d'une manière très détournée, sans non plus totalement revenir sur son statut actuel de mort via une préquelle. J'avais utilisé l'autre technique de développer un certain personnage au fil de l'écriture de l'histoire, puis de le faire mourir alors qu'il était pleinement développé. Et comment dire que je l'ai très mal vécu, au point que j'ai carrément fait un burn-out et été incapable de rebondir dessus et d'écrire la suite de la série pendant presque 6 mois. En y réfléchissant, je pense que c'est cette désagréable expérience qui a fait que j'ai opté pour une méthode plus expérimentale avec le dernier tome de l'Outre-Monde, et qui fait que je la réutilise actuellement dans Eastern Tales. Parce que là, mon méchant principal, il est pas encore totalement défini, et il va probablement canner dans un an quand j'aurai le temps de l'écrire. Bon, pour le coup, la principale différence, c'est que ça fait déjà 5 ans que je bosse sur Eastern Tales, et que donc ce méchant est bien plus développé dans mon esprit, là où pour l'Outre-Monde, l'autre méchant n'existait chez moi que depuis 1 an environ, et donc je sens que je vais douiller quand je vais passer à l'acte. Je suis un monstre.
Dans le cas de la BD, surtout si celle-ci est déjà en cours de publication ou des séries sont déjà bien avancées, ça peut être compliqué d'écrire la mort d'un personnage en réécrivant l'histoire de manière rétroactive, mais ce n'est pas non plus impossible. Un de mes exemples préférés actuels est Radiant, un manga français excellentissime que vous devriez de lire et qui a réussi à rendre absolument essentielle la mort irréversible d'un personnage qui claque pourtant très rapidement. Je ne vais pas non plus entrer dans les détails pour ne pas spoiler le truc, mais sachez juste que Tony Valente a réussi non seulement à rendre le personnage très intéressant, pré-mort via d'excellents développements et des flashbacks bien placés, mais il a fait de sa mort un élément clé du développement de Seth, le personnage principal du manga. On en est à 14 tomes actuellement, le personnage en question est parti très tôt, mais même dans les tomes actuels, il sera régulièrement fait mention de ce personnage via des personnages secondaires, le creusant toujours plus et offrant à chaque fois une nouvelle perspective sur celui-là. Et c'est cette manière de s'attarder sur les conséquences de la mort d'un personnage qui fait que l'on peut vraiment rendre important le dit personnage mort. Si Tony s'était contenté de laisser le personnage être oublié par l'histoire et par le reste du cast, le lecteur n'en aurait probablement plus rien à cirer, réduisant plus ou moins à néant l'impact d'une scène clé. Bien évidemment, il y a un risque de laisser les personnages encore vivants être enfermés dans une sorte de boucle sans fin de regrets et de flashbacks, et c'est aussi pour ça qu'il faut délivrer avec un minimum de parcimonie ses retours et faire avancer l'histoire malgré tout, comme dans la vraie vie en fait. Dans tous les cas, la clé pour rendre la mort d'un personnage la plus efficace possible tient principalement sur ces deux facteurs, le développement en amont de la scène de mort, et aussi et surtout les conséquences que ça aura sur le reste des personnages sur le long terme. Car après tout, si les personnages s'en foutent, pourquoi est-ce que le lecteur en aurait quelque chose à foutre ? Idéalement, et d'après mes découvertes, c'est plus facile de faire mourir un personnage qui n'est pas trop développé, puis de réécrire à fond tout ce qui précède pour moins ressentir le poids du regret au moment d'écrire la scène, ou bien d'avoir envie de le faire revenir d'une manière ou d'une autre. Mais comme je préfère le rappeler, ma méthode n'est pas non plus la méthode ultime qui est utilisée par tout le monde, mais juste la mienne. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, like, abonnement, tout ça, vous connaissez la partition. Ça fait un peu plus d'1 an que j'avais envie de faire une série de vidéos sur mes méthodes d'écriture. Et bon, même si vous avez remarqué que c'est un peu expérimental en termes d'écriture, j'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Je ne pense pas non plus les faire trop régulièrement, surtout avec le Ludocalypse 2020 qui pointe le bout de son nez et qui va m'occuper jusqu'à mi-décembre, mais n'hésitez pas à m'offrir vos retours. Rendez-vous très prochainement pour une future vidéo, d'ici là, portez-vous bien et à très vite, ciao.